Cette série balado aborde des sujets sensibles au trauma, tels que la sérophobie, le racisme médical, l'homophobie et le colonialisme. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à contacter la ligne d'écoute Entraide au 1-855 365 4463. A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine. That today from the Center for Disease Control in Atlanta, topping the list of likely victims are male homosexuals who have many partners and drug users who inject themselves with needles. Medical experts say the disease kills 4 out of every 10 people it strikes and that it threatens to explode in the nation's cities. On n'en finit plus de parler du sida, ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France. Aux États-Unis, le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, frappe surtout 3 catégories de personnes: les homosexuels, les drogués et les haïtiens. Le doute, un manque de certitude, soupçon, méfiance quant à la sincérité de quelqu'un, la véracité d'un fait, la réalisation de quelque chose. Devant un drame comme une pandémie, le doute est toujours présent. Il peut être sain, mais il peut aussi déboucher sur ce qu'on appelle dans le discours populaire des théories conspirationnistes. Dans plusieurs cas, les conspirations ont pour effet de décrédibiliser les discours scientifiques et politiques. Par leur apparente simplicité, elles engendrent également des phénomènes de division et de polarisation, souvent extrêmes, qui peuvent s'avérer dangereux. Le présent balado aborde la question des théories conspirationnistes en lien avec le VIH-Sida, car encore aujourd'hui, le spectre de certaines croyances peut nuire grandement à la santé et même causer la mort de certaines personnes qui continuent d'y croire vigoureusement. Bienvenue dans Semer le doute, chapitre 1, les théories en question. Mon nom est Guillaume Tremblay-Galland et je suis le directeur général du portail VIH-Sida du Québec. Scientists at the National Centers for Disease Control in Atlanta today released the results of a study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer. 5 juin 1981. Le Center for Disease Control, aux États-Unis, publie un rapport indiquant que 5 hommes gays de Los Angeles, apparemment en bonne santé, avaient été traités pour une pneumonie à pneumocystis, une infection des poumons rare qui est normalement causée par un système immunitaire affaibli. Au moment de la publication du rapport, 2 patients étaient décédés. Un deuxième rapport publié un mois plus tard, en juillet 81, signale désormais 26 hommes atteints d'une pneumonie à pneumocystis et également d'un sarcome de Kaposi, une tumeur vasculaire agressive causant des plaques violacées sur le corps. Quand commençaient à apparaître les premiers articles qui parlaient d'une maladie qui concernait donc la communauté gay, j'évitais de les lire parce que je ne voulais pas que personne puisse s'imaginer que je m'intéressais minimalement au sujet de l'homosexualité. René Légaré, chargé des communications à la Coxida depuis 2006 et ex-directeur général de la clinique médicale L'Actuelle. Je peux te parler des titres, donc la manière qu'on titrait les articles dans les journaux. Avec l'analyse que j'en ai aujourd'hui, c'est que les titres corroboraient ou sinon étaient semblables à ceux qu'on retrouvait à travers le monde. On avait des titres qui étaient plus informationnels, mais on en avait d'autres qui étaient très durs pour la communauté gay. Donc, la peste gay, ça c'est plus la peur, je pense, qui a fait écrire tel titre. Donc, mais il y avait beaucoup de jugements aussi, donc des communautés touchées par le VIH. Donc, on pense juste aux 4H. C'était l'époque où est-ce qu'on parlait des 4H, donc hémophiles, haïtiens, héroïnomanes et hommes gays, homosexuels. C'était les 4 groupes qui étaient visés de prime abord par l'épidémie et donc les médias se sont accaparés de ça. Donc, il y en a qui disaient que c'est à cause d'eux, donc doit-on les envoyer sur une île, ce genre de choses-là.
1982. En conférence de presse, un journaliste demande à Larry Speakes, attaché de presse du président américain Ronald Reagan, s'il suit la propagation du sida. Quand le journaliste reformule sa question en lui rappelant le nom populaire de la maladie, le cancer gay, l'attaché presse tourne la question en ridicule et assure ne pas avoir le sida. La Maison-Blanche ne semble pas prendre l'épidémie au sérieux. Disons que monsieur, madame, tout le monde se sentait très éloigné de l'infection et donc se permettait donc de juger ceux qui pouvaient le porter. Puis vu qu'on parle d'une maladie à caractère sexuel, donc c'est une infection transmise sexuellement, on n'est jamais loin donc, de tout ce qui est l'immoralité, donc d'a priori par rapport à la sexualité. Déjà là que dans les années 80, l'homosexualité n'était pas encore vraiment ce qu'elle est aujourd'hui, donc c'était pas quelque chose qui était reconnu par l'État, donc peu accepté dans la majorité des pays du monde entier. Donc, ça a pris 4 ans, 5 ans avant que Ronald Reagan en parle. Il nomme le mot sida dans un discours. Thatcher, ça a été la même chose en Angleterre. Ça a pris autant de temps. Mais au moment que ces leaders politiques ont donc parlé du sida, on commençait à savoir que l'épidémie se transmettait dans les communautés hétérosexuelles en Afrique. Et donc là, ça a comme réveillé les esprits des dirigeants du monde entier. Donc, il a fallu qu'il apparaisse donc, cette épidémie-là chez les hétérosexuels pour que, là, on s'intéresse à la maladie. Sinon, je pense ça aurait peut-être pris encore plus de temps et plus de morts avant qu'on arrive à de quoi. Extrait d'un communiqué de presse du 10 mars 1983. La Société canadienne de la Croix-Rouge déconseille le don du sang aux personnes appartenant aux groupes identifiés comme ayant de fortes chances d'être porteurs du syndrome d'immunodéficience acquise, le sida. Ces groupes comprennent les malades médicalement reconnus sida, les partenaires sexuels de ces malades, les personnes présentant des symptômes du sida, les hommes homosexuels ou bisexuels ayant une vie sexuelle active avec plusieurs partenaires, les Haïtiens récemment émigrés, les toxicomanes passés et présents et les partenaires sexuels de personnes hautement susceptibles au sida. Dès le début, il y a certaines populations qui ont été touchées de près. C'est ça qui nous a interpellés, nous, dans la communauté haïtienne. Joseph Jean-Gilles, directeur général de l'organisme GAPVI. Le fait que dès le début, on identifiait les personnes de cette communauté comme vectrices de cette nouvelle maladie. Je vais donner l'exemple de l'industrie du taxi où il y avait beaucoup de chauffeurs d'origine haïtienne. Certaines compagnies de taxi vont dire chez nous, on n'embauche pas d'Haïtiens, ou bien il y a des gens qui ont de la difficulté à louer une maison. C'était la même chose pour l'emploi aussi, trouver un emploi. Donc on était vraiment très stigmatisés par le fait qu'on nous associait au VIH. Mais c'était un peu plus l'ignorance, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui connaissaient la maladie. C'est tellement facile de dire c'est l'autre, c'est pas moi. La déclaration de la Croix-Rouge canadienne a eu des répercussions énormes pour les personnes d'origine haïtienne au Québec. Face à cette discrimination, la communauté s'est organisée dans un mouvement de solidarité pour offrir un soutien dans la dignité aux personnes malades et pour sensibiliser à la compassion.
la communauté s'est motivée, s'est mobilisée pour justement demander à ce que notre nom ne sera plus associé au VIH dans la société en général. Mais un peu plus loin, plus on avance, plus l'épidémiologie aussi a raison, dans le sens qu'on a suffisamment de données épidémiologiques qui nous permettent d'identifier pas mal de membres de notre communauté qui sont touchés par le VIH. Et à partir de ce moment-là, la communauté s'est dit qu'on va prendre en charge les personnes vivant avec le VIH, les accompagner et en même temps informer, sensibiliser les personnes de nos communautés par rapport au mode de transmission de cette maladie. On parle encore de maladie, on ne parle pas encore de virus. Ça a été une cause haïtienne à l'époque. Et puis c'est pour ça qu'on est fiers de dire que Gavi n'a pas eu un seul fondateur. C'est une réponse de la communauté. C'est une réponse de la communauté à une situation de santé publique importante en son sein. Donc c'est important qu'on a donné cette réponse-là. De façon générale, les théories conspirationnistes proposent d'expliquer un événement ou une série d'événements comme le résultat d'une sorte de complot secret de deux ou plusieurs acteurs puissants qui visent à priver le peuple de liberté, de prospérité, de santé, de pouvoir ou de connaissance. Elles impliquent souvent des institutions gouvernementales, des groupes sociaux, des sociétés ou une compagnie puissante qui trompe la population de façon intentionnelle. Les théories conspirationnistes ne datent pas d'hier. Lors du grand incendie de Rome, en l'an 64, la majeure partie de la ville a été détruite par un feu qui a duré 1 semaine. Après cette catastrophe, plusieurs citoyennes et citoyens de Rome ont cru fermement que le feu était un geste intentionnel de destruction. Et elles étaient persuadées que l'empereur de Rome, Néron et ses associés, avaient volontairement allumé l'incendie afin de pouvoir reconstruire Rome selon leur propre vision. La présence marquée des théories conspirationnistes dans le discours va varier en fonction des périodes de crise ou des événements marquants dans une société. Par exemple, on peut penser à la guerre, aux épidémies, aux récessions économiques, aux révolutions ou aux catastrophes naturelles. L'humain a donc tendance à chercher des réponses lorsqu'il est confronté à des tragédies inexplicables. Pour moi, ces conspirations-là, j'ai commencé à les entendre avant même d'être diagnostiquée séropositive au VIH lorsque je vivais au Zimbabwe. J'ai réalisé que ça dépend de l'endroit où on se trouve, de notre position sociale dans la communauté et de ce que l'on sait sur l'infection. Marvelous Muchenje, responsable des relations avec les communautés chez Viv Healthcare. Sometimes I've seen people who are even doctors who do not believe in HIV. J'ai même déjà vu des médecins qui ne croyaient pas au VIH. C'est pour ça que je dis que ça dépend d'où on vient. Je me souviens encore de la première fois où j'ai entendu des gens dire que le VIH venait des singes. Certains disaient que ça venait des gorilles. Et les gens posaient des questions comme « Si le virus vient des singes, il pourrait aussi se transmettre aux animaux. Est-ce que nos chiens peuvent aussi attraper le VIH? » J'ai aussi entendu que les gens croyaient que le sida avait été créé par le gouvernement pour contrôler la population noire. Ils pensaient que le VIH avait été produit dans un laboratoire gouvernemental, que cette infection était destinée à rester en Afrique, mais que quelque chose serait survenu et que le sida aurait finalement fait son chemin en Amérique. Certains croient qu'il existe en fait un remède et que le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas le partager parce qu'ils cherchent à se faire de l'argent. 1983, période de la guerre froide. Le journal pro-soviétique The Patriot, à New Delhi, publie une lettre accusant l'armée américaine de fabriquer le sida dans un laboratoire bactériologique nommé Fort Detrick. 2 ans plus tard, en 1985, l'histoire se raffine dans un journal littéraire en Russie. Les scientifiques américains sont accusés d'avoir utilisé la technologie génétique pour combiner 2 types de leucémie
provenant de l'humain et du mouton, pour créer le VIH. Cette campagne de salissage, révélée comme fausse par un membre du comité de la sécurité soviétique, a continué de tourner dans les médias soviétiques jusqu'en 1987. Malgré cet aveu, la campagne de désinformation a eu de grandes répercussions sur les croyances partout à travers le monde, même des années après qu'elle ait été déclarée fausse par les personnes qui l'avaient créée. Une des raisons pour lesquelles ces théories perdurent dans le temps, c'est simplement parce qu'elles pourraient être vraies. Prenons un exemple. Un programme de création d'armes biologiques a réellement existé aux États-Unis à la base militaire Fort Detrick durant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Après les années 70, le programme a réorienté ses recherches sur le cancer. Mais malgré le fait que le programme ait transitionné vers des intérêts de santé publique, certaines recherches portaient toujours un intérêt militaire. Des virus ayant le potentiel de causer le cancer étaient collectés, développés en laboratoire et testés sur les animaux. Robert Gallo, un des scientifiques qui a fait la découverte du VIH, a été responsable du programme de cancer viral, durant lequel des singes ont été infectés par des virus, des tissus cancéreux humains et même du sang de mouton, dans le but de découvrir des cancers qui pourraient potentiellement se transmettre à l'humain. Cette implication a particulièrement été pertinente pour alimenter les théories de conspiration sur le VIH. Pourtant, Robert Gallo a lui-même adressé ces rumeurs en affirmant qu'il aurait été impossible pour lui ou ses collègues de créer un virus aussi complexe durant la période où le VIH a été retracé. Grâce à la biologie moléculaire, des scientifiques ont été capables de retracer l'apparition du VIH de type 1 sur le continent africain. Ce serait probablement arrivé avant les années 30. Ce qui est connu de façon absolument certaine, c'est que l'origine animale du VIH, c'est le chimpanzé d'Afrique centrale, donc qui habite 4 ou 5 pays d'Afrique centrale. Et ça, on en est certain parce que quand on regarde les séquences génétiques du virus humain, le VIH, qu'on compare avec celui d'un virus équivalent chez le chimpanzé, elles sont suffisamment identiques pour qu'on puisse être certain que c'est bel et bien cet animal-là qui en est l'origine. Jacques Pépin, médecin infectiologue et auteur du livre « Les origines du sida ». Je me suis intéressé aux origines du sida, en fait, au début, à travers mon intérêt pour les maladies tropicales. Donc, au départ, ce qui m'a intéressé le plus, c'était d'étudier la transmission iatrogène. Iatrogène, c'est via les soins de santé. La transmission iatrogène de différents virus, dont le VIH-1 et le VIH-2. À travers des interventions médicales qui remontaient à l'époque coloniale, donc avant 1960. La façon dont ça s'est transmis du chimpanzé à l'homme, on est à peu près certain que ça s'est passé dans le sud-est du Cameroun. Ça s'est fait par la chasse. Alors, il y a 2 façons possibles. Soit que c'est le chasseur en attrapant l'animal, soit en le dépeçant dans la forêt pour en ramener des morceaux jusqu'au village, qu'il y a eu une blessure avec un couteau, puis que le sang du chimpanzé est entré en contact avec la chair du chasseur. Il n'est pas possible de connaître la date exacte de la transmission du chimpanzé à l'humain. Cependant, il est à peu près certain que ça s'est fait au tout début du 20e siècle. Grâce aux techniques de biologie moléculaire, les équipes de scientifiques ont pu retracer les codes génétiques du virus et ont compris que le VIH-1 s'est principalement propagé dans le territoire de la République démocratique du Congo entre 1930 et 1960. Pourquoi le Congo? Pour le savoir, il faut se replacer dans le contexte de colonisation. La présence des colons belges au Congo, à partir du 19e siècle, a engendré un phénomène d'urbanisation et de migration. De nombreux hommes ont alors dû quitter leur village et leur famille pour aller travailler à Kinshasa, anciennement Léopoldville. Ces hommes travaillaient dans des camps de travail avec des conditions de vie déplorables. Leur santé était donc fragile. De plus, le partage de partenaires sexuels, dans un contexte où le ratio d'hommes par rapport aux femmes était inégal, rendait le risque d'infection transmise sexuellement plus élevé. Au niveau de la médecine coloniale, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir des années 1920,
Les Belges et les Français ont développé des interventions de santé publique qui visaient à freiner la transmission de 3 ou 4 maladies tropicales qui étaient très fréquentes à l'époque et qui causaient beaucoup de mortalité, puis qui, évidemment, causaient des problèmes économiques pour le projet colonial qui était de mettre en valeur les ressources naturelles de ces territoires-là. Les maladies tropicales affaiblissaient les populations locales, principale main-d'œuvre des envahisseurs. Pour assurer une exploitation optimale des ressources, les instances coloniales ont procédé au dépistage et traitement massif des populations. Des médicaments étaient alors administrés par injection pour assurer la meilleure efficacité possible. Alors, ça a fait en sorte qu'ils ont administré des injections intraveineuses dans des quantités absolument incroyables. Et c'était fait à une époque où on ne connaissait pas le risque de transmettre des virus par les injections contaminées. Donc, évidemment, le VIH, n'était pas connu du tout, mais même les virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, c'était pas connu. Donc, en général, on se contentait simplement entre 2 patients, de rincer la seringue et l'aiguille avec de l'eau, puis on utilisait la même seringue, la même aiguille sur le patient suivant. Donc, ça a contribué à la transmission de virus d'un patient à l'autre. Lack of trust has been there for generations. Le manque de confiance existe depuis des générations, particulièrement en raison de l'histoire de la mise en esclavage. Quand on regarde par exemple les personnes de couleur, les Africains ou les Sud-Américains, il y a une méfiance qui date depuis longtemps, depuis très longtemps. On observe aussi une disparité qui persiste dans les soins de la santé et le traitement des personnes noires par rapport aux personnes blanches. Quand vous regardez les pays pauvres, les ressources dont ils disposent pour se soigner ne sont pas forcément les mêmes qu'ici, dans les pays développés. La méfiance est donc toujours présente. In developed countries. So that mistrust is always there. But of course, Mais bien sûr, le souvenir le plus marquant est celui de la très infâme étude de Tuskegee qui a duré 40 ans. Il s'agit d'une étude sur la syphilis non traitée chez les hommes noirs menée entre 1932 et 1972 par les services de la santé publique américaine. 1972 by the US Public Health Service. 399 hommes noirs atteints de syphilis, la plupart analphabètes, se sont vus refuser un traitement curatif afin que les chercheurs puissent suivre la progression de la maladie. So things like that, people still continue being C'est à cause de choses horribles comme celle-ci que les gens continuent d'avoir peur. Il faut donc aborder la méfiance d'une manière sensible, mais aussi comprendre son histoire et son origine. La sombre étude de Tuskegee sur la syphilis fait encore écho aujourd'hui, car elle est un exemple très concret de racisme scientifique. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, où les pays du Nord étaient nombreux à condamner le nazisme, l'étude de Tuskegee a suivi son cours et est passée sous les radars pendant 40 ans. Plusieurs fois pendant ces 4 décennies, l'étude aurait pu être stoppée, notamment dès le début des années 50, quand le premier traitement contre la syphilis a vu le jour. Ce n'est qu'en 1972, lorsque la recherche a retenu l'attention des médias, qu'elle a pris fin. À ce jour, les responsables de cette recherche n'ont jamais fait l'objet d'un procès pour les 399 hommes qui auraient dû recevoir un traitement. Pour bien comprendre l'intention profondément haineuse de cette étude, il faut la remettre dans son contexte. Le racisme scientifique tire ses origines de la période de la mise en esclavage. À cette époque, les esclavagistes utilisaient le racisme scientifique pour justifier leur domination sur les personnes noires mises en captivité. Les scientifiques de cette époque soutenaient des théories suprémacistes non fondées, par exemple que les cerveaux des personnes noires étaient sous-développés et qu'elles ne ressentaient pas la douleur comme les personnes blanches. Après l'abolition de la mise en esclavage en 1865, la pseudoscience qu'est le racisme scientifique a prédominé jusqu'au 20e siècle. La médecine raciste étudiait alors les effets de l'émancipation des personnes noires en concluant de manière unanime que leur liberté avait causé leur détérioration mentale, morale et physique. Ces informations-là sont importantes car elles ont servi à justifier l'étude de Tuskegee.
Les responsables de cette étude pensaient que toutes les personnes noires, peu importe leur éducation, leur histoire, leur situation économique ou personnelle, ne pouvaient pas être convaincues de se faire traiter pour la syphilis. Ainsi, les services publics ont justifié l'étude de Tuskegee en la qualifiant d'étude de la nature, plutôt que d'expérience simplement destinée à observer la progression naturelle de la syphilis au sein d'une communauté qui ne chercherait soi-disant pas à se faire soigner. L'étude de Tuskegee a marqué les mémoires et est devenue un symbole tristement célèbre du racisme dans la recherche scientifique. Gardons en tête que Tuskegee est un exemple parmi d'autres de racisme médical. Au Canada, l'histoire nous apprend que les colonisateurs sont aussi responsables de violations des droits humains envers les peuples autochtones et les personnes d'origine africaine et caribéenne dans le milieu médical. Encore présent à ce jour, le racisme médical a des effets graves sur la vie des personnes qui la subissent. L'ignorance, l'indifférence et finalement l'échec à reconnaître l'histoire et les manifestations actuelles du racisme médical parmi les prestataires de soins de santé perpétuent la méfiance, les pratiques médicales racistes et les disparités actuelles en matière de santé. J'ai été étonnée quand j'ai lu l'histoire des peuples autochtones. Plus précisément, quand j'ai su que certains pays ont eu leur premier contact avec des maladies suite à la colonisation. J'ai entendu dire qu'ici, au Canada, des maladies telles que la tuberculose se sont propagées sur le territoire à cause des colons. Le manque de mesures sanitaires ainsi que les conditions dans lesquelles les gens se trouvaient ont facilité la propagation. Cette méfiance sera toujours présente, sauf si on l'adresse. Il y a des problèmes à la base qui n'ont pas été résolus depuis longtemps. C'est à cause de cette méfiance que ça nous a pris des générations et des générations avant d'adresser ces problèmes. Then when you bring things like HIV on top, so it means you've got already underlying issues that have not been resolved for a long time. Ultimement, tout est une question de confiance. Faire confiance à ce que l'on entend, faire confiance à ce que l'on lit. Les technologies médicales de plus en plus avancées sont utilisées pour traiter les maladies. Pour cette raison, les bénéficiaires des soins doivent plus que jamais remettre leur santé entre les mains de professionnels. La confiance est devenue l'un des fondements de notre système de soins de santé. Les personnes qui reçoivent les soins se trouvent souvent dans une position vulnérable et sont en quelque sorte à la merci du prestataire de soins pour qu'il fasse ce qui est dans leur meilleur intérêt. C'est pour cette raison qu'il est important de comprendre quelles sont les raisons de la méfiance. Les discours conspirationnistes répondent à des besoins et des inquiétudes réelles. Reconnaître les raisons de la méfiance, c'est aussi faire un pas de plus pour adresser et militer contre les discriminations dans les soins de santé. De toute façon, quand le discours conspirationniste, quand les gens étaient vraiment là dans ce discours-là, nous étions déjà dans l'information, la sensibilisation, dans les plaidoiries. Et pour mieux informer notre communauté, on ne s'est pas laissé distraire là-dedans. On sait qu'il y a un discours, etc., on les entend, mais pour l'heure, il y avait célérité, je dirais, dans l'urgence. Il faut parler du VIH, du mode de transmission, parler du traitement, parler surtout comment éviter, comment se protéger, parce que ça, c'était important. Comme je disais tout au début, on n'avait pas encore de médicaments, on n'avait pas encore de traitement. Les membres de notre communauté mouraient beaucoup. Donc, c'est en ce sens que je dis la communauté s'est fait preuve de maturité, et aussi, on a commencé dès le début à parler de compassion, dès le début à faire des campagnes de sensibilisation en faveur des personnes vivant avec le VIH. Donc, en effet, on était rendu là, on ne s'est pas laissé distraire non plus. Dans le prochain épisode de Semer le doute. Mon nom est Bernard Lachance. Je viens de me faire couper à tout jamais, censurer mon Facebook. Peuple du Québec, cette propagande mondiale d'une pandémie, d'une COVID-19 ressemble étrangement à la propagande mondiale des années 80,
VIH égale sida. The probable cause of AIDS has been found. A variant of a known human cancer virus. La première période qui est vraiment avant l'avènement des trithérapies, c'est une époque où est-ce qu'on accompagnait en fin de compte à la mort. Avec le VIH, on s'est rapidement rendu compte que ça prenait plus qu'une arme pour se battre contre ce virus-là. Semer le doute est une production du portail VIH-Sida du Québec. Ce balado est réalisé par Justine Massicotte et narré par Guillaume Tremblay-Galland. Nous tenons à remercier les invités qui ont généreusement donné leur temps pour participer au balado. Marvelous Muchenje, Jacques Pépin, Joseph Jean-Gilles et René Légaré. Un merci tout spécial à Stella Gassirabo pour son soutien à la traduction et au doublage. Merci à Vive Healthcare et Gilead qui nous ont aidés à financer ce projet. Ce balado a été enregistré dans le studio de Fierté Montréal et de Les Trois Sexes. Nous tenons à les remercier. Si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage.